commencer avec le premier panéliste qui est ici, à ma droite. Il s'agit de Michaël Gagné. Le nom de son entreprise, c'est la ferme forestière du Coteau SNC. Michaël est une formation de technicien forestier et il travaille aussi comme mesureur. Sa conjointe, c'est Fanny Caron-Coutier. Ils ont 32 ans tous les deux. Ils sont natifs de Lotbinière, particulièrement de Donquet dans le cas de Michaël. Son entreprise, c'est une ferme, une entreprise acéricole, donc une érablière de 6 000 entailles et une production forestière d'environ 170 acres. Et son entreprise est située sur deux sites qui sont à Saint-Pierre-de-Broughton et à Inverness, à peu près 17 km de différence entre les deux sites. Donc, son transfert a été fait en 2014, mais je dis transfert, mais c'est un peu un hybride entre un transfert et un démarrage d'entreprise. On va pouvoir en savoir un peu plus tout à l'heure sur ce sujet-là. Notre deuxième panéliste, qui est Louis-Philippe Roy. Louis-Philippe a un AEC en gestion. Son entreprise, ça s'appelle la ferme des Cochons du Roi. Sa conjointe, vous venez de la connaître, elle s'appelle Claude-Émilie Canimel, qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont 29 ans tous les deux. Ils sont originaires du Bas-Saint-Laurent. C'est une ferme porcine naisseur-finisseur de 225 truies et avec 1 800 places en engraissement. L'entreprise est située à Saint-Michel-de-Bellechasse et c'est un transfert non apparenté et un démarrage qui a été fait, c'est un transfert non apparenté qui a été fait en janvier 2013. Maintenant, Emmanuel Vincent. L'entreprise d'Emmanuel, c'est la ferme Belle Flamme Incorporée. Donc, Emmanuel a 29 ans et elle est originaire d'Actonville. Son conjoint, Simon Laflamme, qui a 27 ans, qui est originaire de Saint-Anselme. La ferme, c'est une production laitière de 67,91 kg jour de quota. Ils ont 60 vaches et 30 sujets de remplacement. L'entreprise fonctionne avec une location des bâtiments laitiers et l'achat des fourrages qui est fait aux anciens propriétaires. Ça a été un transfert non apparenté avec Jean Clément et Martin Lacasse. L'entreprise est située à Saint-Anselme et le projet a démarré en avril 2016. Notre dernier panéliste, finalement, c'est Monsieur Mathieu Ouéra-Bussière. Monsieur Bussière, l'entreprise s'appelle la Jardinerie du canton. Il est natif de Saint-Augustin. C'est un technicien de la faune. Sa conjointe, c'est Caroline Fecteau. Ils ont 38 ans tous les deux. Et eux, ils font en production de fleurs annuelles. Ils sont aussi producteurs de légumes en serre et en jardin. Ils font aussi la vente au détail dans un centre-jardin qu'ils possèdent. Et les légumes sont en voie d'être certifiés biologiques. L'entreprise est située à Saint-Jacques-de-Lys. Et c'est un hybride entre un démarrage et un transfert d'entreprise qui a été fait en 2013-2014. Donc, voilà pour la présentation des participants. Maintenant, on va y aller avec les questions. Donc, quand et pour quelles raisons avez-vous décidé de posséder votre entreprise agricole? Donc, ça peut être des réponses que vous pouvez donner. Donc, pourquoi avoir choisi l'agriculture? Est-ce que la décision de vous établir en agriculture a été prise rapidement ou sur plusieurs années? Puis, comment saviez-vous que vous étiez des entrepreneurs? Donc, pour répondre à la première question, je vais demander à Mathieu de briser la glace, s'il vous plaît. Donc, de mon côté, moi, j'avais déjà parti une petite entreprise agricole il y a quelques années, début des années 2000, avec un élevage de cerf-rouge qu'on avait vendu 5 ans après. Ma conjointe, qui est horticultrice, travaillait depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années au Serre de Killers Mills. Donc, on va l'expliquer un petit peu plus tard, le côté l'hybridation entre le transfert et puis la relève, finalement. Mais on avait, pour qu'elle continue de travailler dans le domaine, on n'avait pas vraiment le choix de recommencer, de partir de notre entreprise, parce que c'est pas des domaines qui sont très lucratifs au niveau salarial. Puis il n'y a pas vraiment d'entreprise du genre dans la région. Donc, juste la distance puis tout ça de transport faisait en sorte que soit retourner à l'école dans un autre domaine ou on partait à notre compte finalement pour perturber son emploi. Donc, ça a été un peu ça qui a été l'élément déclencheur. On a pris quelques années à préparer avec la personne aussi qui était la cédante, si on veut, de l'entreprise. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On avait situé aussi un endroit précis où est-ce qu'on voulait faire l'entreprise, parce que, évidemment, un centre-jardin, dans le fond d'un rang, c'est pas terrible si on veut se battre toute notre vie pour avoir l'achalandage.
Donc, on avait ciblé un terrain qui n'était pas à vendre. Ça a pris 3 ans avant de réussir à convaincre le propriétaire pour acquérir ce terrain-là. Donc, après ça, on s'est installé. Donc, c'est un peu ça l'idée de départ. Emmanuel? Il y a Confucius qui disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Moi, la seule chose qui me venait en tête quand je pensais à cette phrase-là, c'était évidemment l'agriculture, la production laitière plus précisément. J'ai été élevée sur une ferme laitière, puis mon conjoint aussi. Donc, la production était facile à choisir. Ça fait longtemps que je voulais mon entreprise. J'ai déjà fait des offres d'achat toute seule avant de connaître mon conjoint. J'étais vraiment décidée. Il a fallu que les astres s'alignent un petit peu. Donc, ça a commencé en fait au printemps 2015. La famille de Simon ont fait des rencontres avec le CREA pour voir un peu comment il allait faire le transfert de l'entreprise familiale. C'est là qu'a été établi qu'il y avait trop de relève pour l'entreprise. Puis, considérant les objectifs de chacun, comme nous, on voulait s'établir prochainement, puis les cédants n'étaient pas tout à fait prêts encore à laisser leur place, on est venu à la conclusion qu'on allait s'établir en transfert non apparenté. On ne savait pas encore la forme, mais c'était ça l'objectif. Depuis quand je sais que je suis entrepreneur, probablement que je l'ai toujours su, mais que le fait de travailler en dehors, ça l'a mis plus en lumière, que je voulais vraiment gérer les choses. Je voulais toujours le faire à la place de mes clients. Je voulais plus qu'eux en général. J'étais plus exigeante envers moi-même qu'eux pouvaient l'être envers moi là, quand je travaillais comme représentante en alimentation. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un signe qu'il faut que j'aille les rênes de mon entreprise. Oui, Philippe, tu peux prendre peut-être une minute. Oui. À part, je suis dans le port parce que j'ai peur des vaches. C'est pas une joke. C'est une des raisons, c'est ça. Non, mais mes parents, vraiment en production porcine, mon père était gérant d'une ferme pur sang dans le coin de Rimouski. Donc, on est 4 garçons chez nous, on a travaillé les 4 à la ferme. Donc, c'était comme si ça nous appartenait. Les discussions à la table, c'était toujours sur la production porcine. Moi et ma conjointe, ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble. Donc, au souper de famille, ça parlait toujours de bord. Donc, aussi, que c'était un peu là que ça l'intéressait. Donc, je suis allé travailler à Sainte-Marie-de-Beauce, que j'avais à peu près 18 ans. Là, un peu, c'est moi qui étais responsable de la gestation. C'est là l'idée de venir d'avoir ma ferme. C'est là que je me suis posé des questions. Je disais, ça serait pas plus si je pouvais le faire pour moi un jour. Mais je pense que ça a été le début de l'entrepreneuriat pour moi. Et je travaillais toujours pour le producteur, mais je me disais, ce que je fais, les actions que je fais, le temps que je mets, c'est pour moi parce que ça va me servir pour l'avenir, pour un jour être producteur. Et puis, dans ce temps-là, si on recule de à peu près de 10 ans, Internet, tout le monde avait Internet, mais les courriels, c'était plus ou moins efficace au départ. Donc, j'ai eu quelques discussions courriels avec des gens qui m'avaient référé à Yvon Breton à l'époque, à Lévis, au MAPAC. Et c'est un peu comme ça que lui, on l'allait là pour aller chercher du financement. On avait 21 ans, mais quand même 2 jeunes qui viennent pas du monde agricole typique peut avoir de l'argent, parce qu'on s'avait fait dire ça prend 30 à 40% de mise de fonds. Donc, si on fait un calcul vite, c'est 3 à 400 000. Donc, à 21 ans, je ne connais pas personne de 21 ans qui a ça. Donc, on allait là pour un peu pour savoir comment démarrer ça. Puis lui, ce qu'il nous a dit, comme il nous a posé comme question, c'était « Avez-vous trouvé la ferme? » On fait « Non, on va trouver le financement, on va trouver la ferme après. » Il dit « Non, on va commencer par la ferme. Et ensuite, on va faire le financement. » Fait que allez pas trop dans les détails parce que j'ai des questions. OK, parce que là, l'échange est terminé, c'est ça? Bon, fait que c'était un petit peu ça. Puis finalement, on s'est établi là. J'ai travaillé pour les anciens producteurs pendant 4 ans et en 2013, on s'est établi. Parfait. Donc, vas-y, Michael. Bon, pour mon côté, moi, je suis en production acéricole, là, comme on disait, aussi forestière. Nous autres, ça fait partie grandement de l'entreprise. La coupe de bois, la récolte, on voyait ma photo de reboisement. Quand que j'ai décidé de partir en acériculture, depuis toujours, j'ai su que j'aurais une érablière. J'ai 4 de mes oncles qui ont des érablières. Mon grand-père avait l'érablière. Malheureusement, ma mère en avait pas, puis mes oncles ont des cousins, ça fait que ça a été un transfert non apparenté en partie. Mais au niveau entrepreneur, c'est ça. Moi, je possède une autre entreprise là, au niveau du génie conseil en foresterie. J'ai une dizaine de techniciens qui travaillent pour moi, puis un ingénieur. Fait que j'avais déjà cette entreprise-là avant de m'établir en acériculture. Ça fait qu'il y avait quand même un lien à faire pour
pour faire travailler mes gars aussi dans tout ça. Ça fait que, au final, c'est pour ça que je suis parti en agriculture, pour combler un temps mort de mes gars, mais aussi par passion, surtout par passion, en fait. OK. Puis c'est quoi les moyens que vous avez pris pour vous préparer? Dans le fond, ça peut être les expériences, l'argent mis de côté, l'aide de votre entourage, les conseillers. Parlez-nous un petit peu des moyens que vous avez pris pour vous préparer à vous établir. Oui, au niveau des moyens, c'est ça. Moi, comme formation, je suis technicien forestier. J'ai fini en 2004. Je me suis spécialisé là, dans la maladie des arbres. J'ai travaillé sur beaucoup de projets d'études là, au niveau de la pathologie forestière. Ça fait que quand on parle d'aménagement, c'est vraiment mon domaine. Ça fait que quand je marche en érablière, moi, ça prend une quinzaine de minutes. Je peux vous donner l'état de santé, puis je sais où je m'établis. C'est pas trop long. Au niveau des moyens, c'est ça. Le premier, c'est la formation. Ensuite, au niveau du financement, c'est un petit peu plus complexe. On ne se le cachera pas pour des jeunes d'entrer en acériculture ou peu importe, en agriculture, je crois. Ma conjointe m'a donné un bon coup de main au niveau financier. De par sa famille, elle avait quand même quelques placements. De mon côté, j'ai amené beaucoup de temps puis beaucoup de matériel que j'avais déjà de mon entreprise. On se repasse aux camions, les pick-up, les 4 roues, la machinerie forestière, des processeurs à bois, peu importe. Là, j'en avais déjà acquis à part l'entreprise acéricole. Fait que mis ensemble, ça a donné un projet qui se tient. OK. Mathieu? Au niveau de la préparation, on a suivi les deux un cours en lancement d'entreprise qui nous a permis un peu de se remettre à jour puis d'avoir des trucs, mais surtout de se créer un réseau de personnes ressources. Je pense que ça, c'était un des points qui était très important, là, de pouvoir avoir des réponses à nos questions quand on en avait, puis pas essayer de faire... on veut toujours tout faire, mais des fois, on va prendre 10 heures pour arriver à un résultat assez décevant qu'on aurait posé la question, puis quelqu'un, en 5 minutes, nous aurait sauvé, finalement, bien du temps, puis avec une super bonne réponse, puis ça nous permet d'avancer plus vite. Fait que ça, de se créer un bon réseau au départ, ça a été une bonne chose. Sinon, la préparation, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, là, on s'est pris d'avance, quelques années d'avance. Fait qu'autant en parlant avec la personne de qui on reprenait un peu l'entreprise, autant pour l'achat du terrain que pour le financement en partie. Mais notre projet a mûri quand même plusieurs années là, avant qu'on débute. Oui, Philippe? Bien, pour ma part, un peu comme dans la présentation, j'ai fait mon AEC. Mais avant, l'expérience que j'avais acquérie chez mes parents, c'était une ferme où mon père était gérant, c'était une ferme de pur sang. Donc, c'était beaucoup de minutie, beaucoup de travail, tout ça. Donc, j'avais une bonne expérience. Où ce que j'ai travaillé ici à Sainte-Marie aussi, j'avais acquis une bonne expérience. Quand je suis rentré dans la ferme produisait en bas de 20 porcelets sevrés par truie. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Et quand je suis parti, on était à 27. On était, à l'époque, quand même dans les meilleurs producteurs au niveau du réseau Coop. Donc, ça m'a donné une confiance en mes moyens de dire que j'ai de la bonne expérience. Si je le fais pour quelqu'un, je peux le faire pour quelqu'un d'autre. Et un peu comme j'ai dit dans l'introduction, c'est là qu'on s'est viré vers le MAPAC. On est allé les rencontrer pour le financement. Puis, c'est là qu'on a trouvé la ferme. Que les anciens propriétaires avaient 3 enfants qui n'étaient pas intéressés. Donc, avec des terres, nous autres, on voulait avoir un site où il n'y avait pas de maladie, où il n'y avait pas de porcherie près et qui était intéressé à faire un transfert de ferme. Donc, ensuite, les connaissances des anciens propriétaires depuis 35 ans en production, c'est sûr que ça nous a aidés au niveau du transfert, au niveau des connaissances aussi, parce que je suis allé chercher d'autres connaissances qu'eux avaient. Et c'est, grosso modo, c'est pas mal ça, là. Bien, un peu comme mon voisin Louis-Philippe le disait, comment on se prépare, mais ça commence longtemps avant. Dans mon cas, ça commence à 2 ans quand j'allais suivre papa à l'étable. Puis tout ce que j'ai fait depuis ce temps-là, veux pas, ça l'a mené vers l'établissement. Que ce soit mon cours à l'ITA en technologie des productions animales, mon emploi comme représentante experte conseil ruminant à la Coop, après mon bac en agroéconomie à l'université, mon autre emploi en financement chez FAC, juste en bas à Sainte-Marie. C'est toutes des expériences qui ont mené à être mieux outillé pour l'établissement. Toutes les formations continues, l'implication aussi au niveau de la relève agricole,
Au niveau à l'école aussi, toutes les associations étudiantes, c'est des contacts qu'on s'est fait au fil du temps, puis qui a facilité l'établissement. Sinon, plus concrètement, ben c'est sûr que le CREA, quand même, la rencontre qui a eu lieu avec la famille, ça a été un gros élément déclencheur. Notre notaire, les fiscalistes, on est allé au réseau Agri-Conseil, SADC, CLD. Nommez-les, vous me poserez les questions si vous voulez plus de précision, mais c'est tous des endroits c'est tous des professionnels desquels on s'est entouré pour mieux planifier le transfert. Puis, c'est comme ça qu'on s'est préparé. OK. Dans le fond, comment vous avez trouvé le site, votre site de production, dans le fond? Qu'est-ce que vous cherchez comme site? Puis la rencontre, parle un petit peu de la rencontre avec le CEDA. Vas-y, Emmanuel. On avait une idée très précise de ce qu'on voulait. On se doutait bien que ce serait un transfert non apparenté sous forme de location. Donc, en étant en location, on voulait une étape récente avec pas beaucoup de rénovation à faire dans les prochaines années, étant donné que les bâtiments ne nous appartiennent pas. On voulait aussi être proche d'une des deux familles. Moi, je viens de la Montérégie, mon conjoint vient de Saint-Anselme. Donc, c'est important pour nous de garder une proximité avec une des deux familles si on avait besoin d'aide plus tard. Donc, on voulait aussi un minimum de 50 kilos de quota pour pouvoir lâcher un des deux emplois. On voulait surtout, mis à part tout ça, on voulait surtout des cédants qui nous ressemblaient, des cédants qui étaient prêts vraiment à faire un transfert. On ne voulait pas travailler 1 ou 2 ans comme employé, puis après que ça avorte parce que l'entente n'est pas bonne. Il fallait lâcher un emploi. Les deux, on aimait nos emplois. Puis, on avait une maison à payer, puis une petite fille à faire vivre. Donc, on ne pouvait pas se permettre que le projet avorte. Il fallait y aller de façon vraiment sécuritaire. Donc, c'est ce qu'on recherchait beaucoup. Comment on a trouvé? Bien, quand on s'est décidé à dire, bon, là, on est prêt, c'est ce qu'on veut, bien, on en a parlé. C'est ça, on en a parlé au plus de gens qu'on connaissait. Puis, le match s'est fait par des collègues à Simon. C'était des clients de la coop qui avaient parlé, qui voulaient faire un transfert non apparenté, puis après ça, on s'est rencontrés. Mathieu, tu nous parles un petit peu tantôt, mais peut-être... Oui, bien, dans le fond, nous autres, c'était pas compliqué. Ayant comme but d'être producteur de fleurs, légumes, d'avoir un centre jardin, le point majeur, c'était l'achalandage. Donc, puis il y avait déjà une entreprise qu'on reprenait, qui était située à peu près à 7 km là, à Kenners Mills, le village voisin. Donc, on voulait pas être loin. Fait qu'à partir de là, on a pris la route principale, puis on a regardé c'est quoi les terrains, où est-ce qu'on verrait notre entreprise. Puis il y a à peu près juste une place qui nous est venue en tête. Donc, on a été rencontrer le propriétaire, qui était évidemment pas à vendre. Puis après la première année, ben la chose, il nous a dit non, ça m'intéresse pas plus que ça. Fait qu'on lui disait pensez-y. L'année d'après, on va le revoir. Puis avez-vous pensé? Et non. Bon, OK, on recommence. Fait qu'on en reparle un petit peu plus. Puis on dit là, ce serait le fun que vous commenciez à y penser. Fait que puis là, l'année d'après, ben là, oui, ça avait fait son bout de chemin. Puis on a trouvé une formule après ça parce qu'il n'était pas prêt à quitter sa demeure, sa ferme, tout ça. Puis nous autres, fait qu'on a trouvé une formule avec lui pour être capable d'acquérir en 2 étapes pour qu'il puisse continuer de rester là. Fait que ça a été vraiment le point là, principal. Puis on n'avait pas vraiment de plan B. C'était on le fait là ou on le fait pas. Fait que c'était aussi simple que ça dans notre cas. Michael? Oui, bien, à mon niveau, c'est plus le site qui m'a choisi que moi qui ai choisi le site. En fait, j'ai commencé à travailler pour Martin, qui est le cédant, Martin Laflamme, sur son site de production comme ouvrier à Séricole. J'ai travaillé là depuis 2005, puis j'ai acheté en 2014. Mais en fait, c'est ça. Ce que je cherchais, par contre, comme site, c'est ce qu'il y avait chez Martin, des bons versants, des érables de qualité. C'est ce qui est important en production à Séricole. C'est pas l'installation, c'est pas la cabane, ça me dérangeait pas en tout qu'on soit pas nécessairement à jour, que la bouilleuse soit pas la plus belle. Une bouilleuse, ça fait pas couler les érables. Un versant sud, ça fait du rendement. Des érables en santé, ça fait du rendement. J'ai eu la chance aussi, étant technicien, d'aménager ce lot-là avant de l'acquérir. Donc, c'est un lot qui a gagné en valeur là, au cours des 10 dernières années. On est passé de 31 000 en taille à 21 000 en taille, tout en montant notre production annuelle. Pas juste en livres à l'entaille, la production totale, pour atteindre l'année passée un 6,2 livres à l'entaille. C'est sûr que c'était une année exceptionnelle, mais on partait de loin, on partait d'1-2 livres. Sauf qu'il n'y avait pas de raison de faire 2 livres sur ce site-là. L'autre site que j'ai à Inverness, c'est un site
je ne le cherchais pas nécessairement. Il y a eu une opportunité qui a passé. Puis, étant donné qu'il y avait énormément de bois, un beau volume, puis en plus, il y avait de très, très belles érables, mais très mal exploitées, bien, le prix était quand même bas. On a refait l'équipement, puis on a, avec ce site-là, l'an dernier, fait 7,3 livres à l'entaille seulement à part des autres. Pourtant, le site était dénigré par les voisins qui disaient « ça coule pas, ce site-là, ça va te donner une livre et demie ». Donc, c'est ça. La connaissance en foresterie a fait que c'est ce qui a déterminé le site de production. Philippe? J'en ai parlé un petit peu tantôt, le fait d'avoir pas de maladie, ou ce qu'il n'y avait pas de porcherie autour, avoir des terres, c'était dans nos critères. C'est sûr qu'avec les cédants, on avait une inquiétude quand tu arrives chez une personne que tu connais pas, parce que nous, on ne les connaissait pas pantoute, d'arriver là à 21 ans, de dire « Hey, moi, je vais t'acheter ». C'est un peu stressant quand tu arrives. Je pense que c'était les premières fois que j'étais stressé autant. Mais on s'est super bien entendu au départ, puis je vous dirais, les grandes idées ont été faites à la première rencontre parce que tout le long on pensait qu'on allait là pour 1 heure, finalement on a passé toute l'après-midi là, puis une partie de la soirée quasiment. Ils nous ont parlé que d'agriculture, pas d'argent, juste comment vivre en agriculture, comment élever une famille, comment gérer son entreprise. Donc ça l'a cliqué tout de suite, je vous dirais, la construction du transfert s'est faite là. Donc, au fur et à mesure, on bâtissait autour des grandes lignes qu'on avait sorties. Donc, au départ, on s'est dit, on va faire 3 mois ensemble, puis après ça, on va se rasser, puis on va regarder si on est capable de travailler ensemble. Donc, après 3 mois, c'était bien convivial, là, sur le bord d'une stalle de Mise-Bas. On s'est dit, bon, OK, ça marche, on l'embarque dans le bateau. On l'avait fixé 2 ans au départ, le temps que ma conjointe finisse son bac. Mais finalement, ça a été plus 4 ans parce que, bon, on a changé de ministre, les programmes d'assurance de stabilisation ont eu beaucoup de changements à cette époque-là. Et je vais recommencer du début. Pourquoi aussi le site? C'est que, je vous rappelle, en 2008-2009, on était en pleine crise du porc. Si on aurait eu une salle bondée de producteurs comme ça aujourd'hui, j'aurais levé ma main et j'aurais dit « Est-ce qu'il y a un producteur qui est prêt à m'aider dans la salle? » Il n'y a personne qui aurait levé la main parce que tout le monde disait qu'il n'y avait plus d'avenir. Ces gens-là ont cru en moi et croyaient aussi en la production porcine, ce que je vous dirais qui a vraiment aidé pour le transfert. OK. Question suivante. On est rendu quand même à cette question-là. Le projet d'établissement dont tu en as parlé au niveau au départ, il a été respecté. J'aimerais juste, dans le fond, savoir les démarches, financement, échéancier. Tu en as parlé un petit peu, Louis-Philippe. Brièvement, s'il vous plaît. Oui, je vais faire ça vite. C'est une erreur qu'on l'a faite. On s'est pas vraiment, on n'a pas mis de plan vraiment écrit. Bon, je vous dis, comme il y a des changements qui sont faits au niveau du ministre, au niveau des programmes. Donc, ça nous a un peu retardé. Je vous dis, c'est une erreur qu'on l'a faite. Mais par la suite, bon, j'ai acquis de l'expérience sur l'entreprise. Claude était aussi impliqué au niveau des éleveurs. Donc, ça m'a permis d'en connaître plus sur la production, de me passionner encore plus que j'étais passionné déjà. Donc, c'est un bien pour un mal, je vous dirais. OK. Emmanuel? Les démarches, un peu, je les ai mentionnées tantôt, tous les professionnels qu'on a rencontrés. Sinon, au niveau financement, c'est sûr que nous, on a fait appel à plusieurs institutions. On cherchait vraiment ceux qui avaient la meilleure flexibilité pour nous accompagner. On le sait qu'en transfert non apparenté, il y a certaines particularités, puis on a besoin de gens qui croient en nous. Donc, on a pris le temps de bien analyser surtout la flexibilité, puis évidemment, bon, le taux d'intérêt et les frais associés. Mais on ne s'est pas fermé de porte. On a parlé avec le plus de gens possible. Même si on a eu un refus à travers les gens auxquels on a fait référence, on ne s'est pas découragé. On avait confiance en notre projet. Puis il y en a 3 autres qui ont eu confiance aussi. Donc, on a bien fait de ne pas s'arrêter au premier refus. Puis l'échéancier, mais ça a été vite. La première rencontre avec Martin, nous, elle a eu lieu en octobre 2015. Puis on a signé au notaire le 21 avril 2016. Donc, ça a été un très gros sprint. Mais je vous dirais comme conseil, partez de la date auquel vous voulez le faire, puis reculez. Nous, on voulait être prêts pour le 1er avril. Il est arrivé des choses qu'on n'a pas été. Ça a été 3 semaines plus tard. Il y avait des petites choses qu'on ne savait pas, mais c'est important de le faire, cet échéancier-là, si à date, avec votre cédant, c'est un point culminant de l'entente. Là. Mathieu.
Dans notre cas, le plan d'établissement il a été un peu chamboulé. Nous autres, on devait s'établir à la fin de l'été 2013 pour commencer, monter tout le centre jardin, la préparation des jardins pour être capable de produire dans l'hiver et au printemps 2014. On a eu un incendie de notre maison un mois à peu près avant de déposer notre plan d'affaires. Donc, il y a eu une grosse remise en question. Est-ce qu'on y va tout de suite quand même ou si on reporte? Mais le transfert des clients avait déjà été fait. Nous autres, il y avait un timing aussi au niveau de la municipalité qui refaisait tous ces égouts puis tous les aqueducs au village. Donc, le terrain était prêt cet automne-là. Et il y allait avoir un boom de fleurs et de paysagement le printemps d'après. Donc, il y avait beaucoup de choses. Puis, on voulait pas passer une année sans commerce non plus. On voulait que le transfert se fasse direct. Fait qu'on a comme pas le choix de se dire, regarde, non, faut foncer. Sauf que, ça a eu quand même là, des conséquences là, sur l'établissement là, qui n'étaient vraiment pas prévues, là, puis qu'on va en parler un petit peu plus dans d'autres questions. Parfait. Michael? Ouais. Bon, moi, au niveau de mon plan d'établissement, ça faisait 10 ans que je parlais à Martin de racheter sa terre. C'était complexe, on s'entendait plus ou moins sur le prix. Sauf qu'une chose, par contre, qui est arrivée, c'est que Martin avait beaucoup de misère, comme dans toutes les productions, à avoir du personnel qualifié. Fait que ça a été l'entente là, qu'on avait. J'ai fourni du personnel, donc tu me cèdes un de tes lots. J'ai acheté un de ces lots, tout en mettant la main sur les autres, en fait, comme premier acheteur, là, ce qui évitait d'avoir de la spéculation sur le lot, ou à tout le moins pouvoir accoter la spéculation sur les autres lots. Mais mon plan d'établissement, il est encore en marche. Nous autres, on vise un 40 000 en taille minimum. Ça fait que, c'est ça, normalement, juin 2018, là, on devrait atteindre 35 000 là, si tout va bien sur différents sites de production sur lesquels on va ramener. On est d'ailleurs en discussion là, à propos du financement, mais pour ce qui est des lots qu'on a déjà, j'ai un financement qui marche avec la formule vendeur-prêteur de la financière agricole. Martin a embarqué là-dedans. Puis c'est une belle formule autant pour lui que pour moi. Nous autres, ça nous garantit un taux d'intérêt fixe sur un délai donné. Puis le vendeur, s'il n'a pas nécessairement besoin de tout l'argent sur un coup, bien lui au moins, ça y donne un taux d'intérêt là, qui est stable et garanti par la financière. Ça fait que ça évite d'aller avec les institutions financières dans ce temps-là. Le deuxième lot est financé aussi avec la financière, mais on a passé par Desjardins. Puis c'est ça, là, au niveau du financement, c'est ça. Au niveau des obstacles que vous avez rencontrés, les obstacles que vous avez pu voir, comment vous avez réagi aussi? Ça peut être par rapport à des manques d'équipement, des connaissances, peut-être des ententes avec les cédants ou au niveau du financement. Parlez-nous un petit peu des obstacles rencontrés. Au niveau des obstacles, de mon côté, c'est vraiment plus au niveau financier. Là, il y avait des paramètres à y amener là, au niveau du lot. Justement, telle chose vaut plus cher, telle chose vaut moins cher. Oui, ton site est productif, mais ton équipement est désuet. Fait que ça a été l'obstacle qui a été le plus dur à contrer, si on veut. Sinon, ça a quand même bien été. On a été épaulés de toutes parts, là, surtout les fiscalistes, les comptables, les notaires. Il y a du monde pour nous aider, puis il faut se servir de ces gens-là. Je crois qu'eux autres là, sont vraiment dans leur domaine. Puis l'idée de base, là, c'est pas de tout savoir, je crois, que pour un entrepreneur. C'est de savoir choisir les bonnes personnes, savoir s'entourer pour se faire aider. Oui, Philippe? Nous, le plus gros problème qu'on s'est un peu comme les autres, j'imagine, c'est le refus du financement. Donc, ça a pris quand même beaucoup de sucre pour s'en remonter après. C'est quand que tout le monde est en arrière, puis croit à ton projet, puis que quand tu arrives, tu te fais dire ah, « ça ne marchera pas ». Donc, après une couple d'heures, après réflexion, nous, on l'a fait affaire avec la Banque nationale. Donc, Vincent Turgeon nous a aidé beaucoup. On s'est reparlé avec lui. Fait que ce qu'on a décidé de faire, au début, on voulait vraiment tout acheter la ferme. Fait que ce qu'on a fait avec Agrimarché aussi, qui a été partenaire avec nous, on a acheté les animaux et on a fait une location avec option d'achat des bâtiments pour un contrat de 5 ans. Donc, 90% de ce qui était mis en location restait en capital pour nous aider. On a fait ça finalement pendant 3 ans parce que le contexte du prix du porc en 2014 a été très favorable pour les producteurs. Donc, on l'a racheté en
2015. On l'a finalisé la transaction. Donc, je vous dirais que c'est pas mal le refus, là, ça a été l'obstacle principal parce que tout le monde embarquait avec nous autres, tout le monde était prêt, tout le monde était confiant. Mais ça reste que le financement, c'est la grosse partie à aller chercher. Donc, c'était ça. Mais on s'est bien viré de bord, puis aujourd'hui, on ne le regrette pas parce que tout le monde était content là-dedans. Les anciens propriétaires, finalement, ils ont gardé leur maison plus longtemps qu'ils pensaient. Nous, on était chanceux, on avait une maison, qu'on louait une maison à côté de la ferme. Donc, tu sais, on était quand même contents du résultat, malgré tout, le refus. Là. Mathieu, tu peux élaborer un peu plus sur les obstacles? Oui, bien, au niveau, j'étais rendu là pas mal. Le fait que de ce qui nous était arrivé, bien évidemment, ça l'a amené à peu près un mois de retard en partant. Notre échéancier était déjà serré parce qu'on voulait produire déjà dans l'hiver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé, au lieu de commencer au mois de septembre, finalement, à bâtir les serres, bien, on a commencé au mois d'octobre, novembre. Donc, on a bâti les serres, on a mis les toiles dessus au mois de février. On a passé pas mal tout l'hiver à bâtir ça. Et puis, ça l'a amené beaucoup de stress parce qu'au niveau, entre autres, de toutes les démarches qu'on avait faites au financement, du fait que au départ, notre demande était déposée plus tard, mais ça a été déposé au début de l'automne. Nous autres, on a signé finalement chez le notaire à peu près à la mi-février. Donc, on avait déjà plusieurs dizaines et voire centaines de milliers de dollars d'avancées sans trop avoir de confirmation, à part qu'on était appuyé quand même par la Caisse qui croyait notre projet. Mais au niveau de la financière, ça a été long. Il y a le FIRA qui s'est rajouté pour venir nous backer. Donc, ça a amené des coûts supplémentaires, évidemment, parce que bâtir n'importe quelle structure, quand tu fais ça en été puis quand tu fais ça en hiver, c'est pas du simple au double, mais ça l'augmente beaucoup. Donc, quand tu pars puis que tu as déjà des coûts supérieurs qui n'étaient pas prévus, ça engendre toujours, tu sais, c'est long avant de reprendre le dessus. Donc, ça a été des bons défis là, au départ. Emmanuel? Oui, bien, pas pour répéter, mais dans le financement, nous, ça a été moins compliqué de ce côté-là. C'est sûr que la production laitière, c'est une production stable, puis les plans d'affaires sont quand même faciles à élaborer. On ne peut pas se tromper beaucoup. Surtout avec notre formule où on achète les fourrages, c'est tel prix la tonne. Une fois que tu sais combien de quantité ça mange une vache, c'est pas trop dur de faire le plan. Puis, en ayant travaillé là-dedans, je savais c'est quoi les ratios qu'il faut respecter, que ce soit au niveau des garanties ou des soldes résiduels. Donc, ça nous donnait peut-être une petite longueur d'avance pour se préparer avant. Puis, bon, nos plusieurs années à travailler pour nos parents gratuitement ont été payantes aussi. Là. Ils croyaient en nous. Ils nous ont vus aller depuis une vingtaine d'années. Donc, on a eu des aides de ce côté-là, que ce soit une terre offerte en garantie ou un prêt sans intérêt pour une durée de temps pour aller combler les petites choses qui nous manquaient pour faire le prêt seulement qu'avec les actifs qu'on achetait. Donc, ça nous a aidé beaucoup. Petits obstacles qu'on a eus, c'était peut-être un peu le soin aux animaux puis l'entretien des équipements. Quand on fait des trains à la maison, c'est « Papa, j'ai brisé telle chose, peux-tu venir le réparer? » Mais là, il n'y a plus de papa quand c'est à toi. Fait que faut l'apprendre un peu. Même chose, papa, tel veau est malade. C'est lui qui donnait le bon médicament, la bonne dose. Donc, on s'est entouré de gens qui nous ont appris ces petites choses-là. La comptabilité, les sabots, des petites choses comme ça qu'on a décidé de faire à forfait parce qu'on n'avait pas les compétences, puis qu'on trouvait que c'était plus efficace de le faire par des gens qui font ça à tous les jours. Sinon, c'est pas mal ça qu'on a eu comme petite embûche. J'aimerais ça que vous nous disiez chacun un bon coup que vous avez eu, puis une erreur que vous avez faite là, dans vos premiers temps en production. Un de chaque, parce qu'il faut limiter le temps. On avance rapidement, n'est-ce pas? Nos erreurs, je vous dirais que c'est qu'on a sous-estimé le temps que ça prendrait faire la besogne. Donc, dans notre équilibre travail, famille et ferme, c'était beaucoup d'adaptation de ce côté-là. Ça allait pour tout le monde, mais nous, on se rend compte qu'on avait vraiment sous-estimé le temps que ça prendrait. Surtout que là, dans nos bons coups, disons, ça a été d'oser s'installer, oser le faire malgré toute l'incertitude qu'il y avait autour de la gestion de l'offre avec les négociations du PTP,
Puis là, bon, dernièrement, il y a Trump qui veut mettre sa main dans l'ALENA. Osez le faire parce que finalement, ben, on a eu plein de quotas qui ont été donnés. Donc, pour nous, c'est un grand tremplin pour améliorer les revenus. Donc, c'est notre bon coup, entre guillemets, c'est de s'être établi. Louis-Philippe? Mauvais coup, c'est un peu dans la même lignée. On l'était tous les deux en commençant. On pensait à refaire le monde, mais là, quand tu travailles 90 heures semaine tout le temps, tu finis à minuit, 1 heure le soir, souvent parce qu'il y a des affaires qui brisent. Claude-Émilie avait travaillé quelques jours avec moi les fins de semaine, mais jamais à temps plein parce qu'elle avait lâché sa job pour venir à temps plein sur la ferme. Donc, elle avait de la connaissance, mais pas assez pour être seule. Donc, c'était beaucoup d'ouvrage. On a fait ça presque 2 ans tous les deux. Là, maintenant, on a un employé. Ça, c'est pas mal le mauvais coup. Le bon coup, ça a été le changement de la régie de la ferme. On est tombé au banc aux 4 semaines. Ça nous donne... c'est plus des gros booms d'ouvrage, beaucoup de cochonnage en même temps, le lavage, tout ça. Donc, ça nous donne un peu plus de liberté. Moi, j'étais impliqué au niveau des éleveurs de porc, donc ça me permet d'aller en réunion. Puis, je vous dirais que c'est pas mal le bon coup qu'on a fait. Michael? Au niveau des bons coups, c'est un bon coup qu'on a fait, c'est d'embarquer dans le club d'encadrement technique. Je croyais qu'on était des bons producteurs avant d'embarquer dans le club. Après ça, on a compris que, OK, il y en a qui sont beaucoup meilleurs et plus performants que nous autres. Donc, on a instauré les hauts vacuums, lavage à l'alcool, du meilleure désinfection. C'est des petits détails qu'on ne faisait pas qui font toute la différence au rendement, pratiquement du simple au double à la fin. Au niveau des mauvais coups, je dois avouer qu'ayant travaillé 10 ans de temps dans cette érablière-là, je la connaissais, fait que je pouvais pas vraiment me tromper au niveau des chiffres, là, à part des bonnes surprises. Mis à part, puis ça arrive à chaque année, là, soit moi, soit un employé qui oublie de reploguer une pompe puis un bassin qui renverse à terre ou quelque chose comme ça, mais ça, ça arrive à chaque année, il faut même pas parler de mauvais coups là, dans ce cas-là. C'est pas mal ça. C'est beau. On ne cherchera pas des bébés s'il n'y en a pas. Oui, Mathieu? Nous autres, peut-être un mauvais coup ou quelque chose, c'est peut-être d'avoir sous-estimé un peu les délais de préparation par rapport à toutes les démarches que ça prend pour le financement, pour les permis, pour toute la paperasse puis la bureaucratie avant le jour que tu mets ta pelle dentaire puis tout ça. On est souvent crinqués, on est souvent... dans notre tête, ça va vite, c'est pas compliqué, puis c'est clair. Mais dans ceux qui veulent des garanties, qui veulent te prêter de l'argent, puis tout ça, ben souvent, pour eux autres, c'est vraiment pas clair. Fait que ça, c'est peut-être une chose de s'y prendre plus d'avance pour avoir une marge de manœuvre de temps, surtout si vous avez des projets plus serrés dans des périodes de temps. Ça peut être quelque chose d'assez important. Sinon, un bon coup, récemment, l'année dernière, depuis le début, finalement, on avait une mentor qui était l'ancienne propriétaire du centre jardin, finalement, qui est venue travailler pour nous autres. Fait que le côté technique, on était très bien encadré. Mais l'année dernière, on s'est trouvé un mentor au niveau de business, marketing, puis tout ça. Puis d'avoir quelqu'un qui connaît rien dans la production, rien dans les fleurs, mais qui est quelqu'un de chiffre, quelqu'un d'entreprise, un entrepreneur, ben ça nous a aidés, puis ça a amené plein de points positifs que nous autres, on voit pas puis qu'on connaît pas. Fait que d'être capable de s'entourer de gens puis qui n'ont pas le nez dedans, fait qu'ils ont pas... Ils sortent du côté sentimental, émotionnel, puis ils arrivent avec des solutions concrètes que ça, pour nous autres, c'est impossible de voir. Fait que ça a été vraiment un très bon coup. Puis on arrive à la question, justement, un conseil pour la relève. Ça peut être quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de vous établir, quelque chose que vous auriez fait autrement, un mot d'encouragement pour les gens qui sont ici dans la salle? Bien, d'abord, faut que ça soit une passion, il faut que ça soit quelque chose que vous aimez plus qu'un simple travail parce que ça devient toute votre vie pendant quelques années. C'est des heures qu'on compte pas. Donc, si moindrement, c'est pas une passion, ça va devenir un fardeau rapidement. Sinon, ben on l'a dit à plusieurs reprises, d'être capable de s'entourer. On peut pas tout connaître. Il faut être capable de pas mal avoir un œil sur tout, mais on est mieux de céder des dossiers à des personnes qui sont vraiment plus efficaces que nous autres pour faire progresser notre entreprise là-dedans. Fait que ça, c'est l'entourage, d'avoir un réseau, c'est vraiment une des choses là, très importantes. Michael? Bon, ce que j'aurais aimé savoir avant
En fait, c'est ça, avant de m'établir, là, surtout au niveau des programmes de financement, comment monter les plans d'affaires, ces choses-là. Moi, je venais d'un monde entrepreneurial où c'était les chiffres qui importaient. Show me the money qui disait, là, quand j'ai parti mon entreprise de génie conseil, c'était vraiment ça. Prouve-nous que les chiffres marchent. Au niveau acéricole, malheureusement, des fois, au début, les chiffres, ils ne marchent pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Tu peux pas penser te garder un énorme salaire en commençant. À un moment donné, ça vient qu'à avoir un certain sens. Là. Mais c'est ça. Au niveau des aides, là, j'aurais aimé savoir un petit peu plus. Ensuite de ça, ce que je voudrais dire à Relève, là, c'est possible de vivre votre rêve. T'sais, moi, j'ai toujours pensé que je serais acériculteur un jour. Je l'avais toujours rêvé, puis je l'ai fait. Puis si moi, j'ai réussi en ayant, oui, un diplôme de foresterie, mais tout le monde peut réussir à avoir la formation nécessaire là, afin de réussir là, de vivre de ce qu'il veut. Mais comme tu disais tantôt, c'est pas juste « Ah, j'aime ça, donc je vais devenir acériculteur ». Non, il faut vraiment que ce soit une passion. Parce que tes heures, tu ne comptes pas, tu refais tes budgets souvent. Tu vas verser plus de salaire beaucoup à tes employés que tu vas t'en donner. Puis c'est apprendre à gérer tout ça là, qui est touché. Mais au final, quand tu aimes englober tout ça, tu es à ta place comme entrepreneur. Puis entrepreneur acéricole, c'est vraiment un beau métier. Emmanuel? J'en aurais plusieurs, mais je vais en choisir un ou deux. Je dirais, formez-vous, mais surtout, formez-vous pour vous. Pas pour vos notes, pas pour les diplômes, pas pour vos parents, surtout pas pour vos profs, vraiment pour vous. Prenez chaque occasion d'apprendre que vous allez avoir à l'école. C'est pas juste les examens, là, c'est surtout les travaux, c'est surtout les gens qui vont être assis à droite puis à gauche de vous dans la classe. Chaque personne que vous allez rencontrer peut vous amener des contacts puis vous mener à votre établissement. Donc, sous-estimez pas ce qu'il y a autour de la note de l'examen puis du diplôme. C'est un très beau tremplin à utiliser. Puis l'autre chose que je vous dirais, ce serait de collaborer avec les gens, les partenaires du monde agricole. La confrontation, ça mène à rien. Les gens, ils vont vouloir travailler pour vous, puis ils vont vouloir votre réussite si vous travaillez avec eux, si vous êtes compréhensif. Il va arriver des délais, il va arriver que vous allez être pressé, vous allez vouloir ça pour hier, puis ça va arriver demain, mais toujours en collaboration. On est tous des humains là-dedans, puis croyez-moi, là, il y a beaucoup de gens qui veulent notre bien dans le milieu agricole, donc d'être gentil avec eux, c'est payant. Oui. Je dirais la passion. Ça, c'est en production porcine, quand tu te fais dire qu'il n'y a plus d'avenir, mais moi, j'avais la passion. Je croyais en mes moyens. Ça, pour nous, ça nous a aidés. Petite anecdote, pas le directeur de compte, mais le directeur de transfert m'avait appelé un moment donné, quand ça marchait plus ou moins avec le financement. Il m'a dit regarde, es-tu capable de me confirmer que tu vas faire 6 000 cochons? J'ai dit sans penser, n'en-toi pas avec ça, sont faits. D'avoir confiance en ses moyens, là, ça l'a joué. Comment vous êtes, ça joue beaucoup sur l'aide, les gens que vous allez avoir autour de vous autres. Pour nous, ça nous a super aidé de croire en ses moyens. Un conseil, c'est sûr, la formation, d'avoir un cercle d'amis aussi qui sont en production, ça paraît. Du moins, je viens comme un peu de la ville, si on peut dire, mais de connaître des gens du monde agricole, ben ça t'ouvre à plein d'autres affaires. Tu vas chercher un petit détail sur quelque chose sur ta production, ou bien sur ton transfert aussi. Il y a d'autres jeunes qui ont fait des transferts. Donc, c'est super important, la relation. Puis, je vais faire... impliquez-vous aussi au niveau de la relève, au niveau de vos fédérations. Chaque production a une fédération. Vous pouvez changer des choses. Les jeunes, vous êtes là. Vous êtes les nouveaux producteurs, les prochains producteurs. Vous avez le vouloir, vous avez l'énergie pour changer le monde. Puis, ça, pour moi, je l'ai capté. C'est pour ça que je m'implique. Mais pensez-y bien, c'est vraiment important. Et puis, lâchez jamais. Comme un peu il disait tantôt, votre rêve peut devenir réalité un jour, mais il faut travailler pour. Ça se fait pas tout seul. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Il y a quand même une belle conclusion, je pense. Oui, vas-y. Moi, juste un petit conseil pour la relève. Là. En tout cas, au niveau acéricole, j'imagine que c'est pour tout le monde. Votre réseau de fournisseurs, là, il est extrêmement important. C'est pas seulement quelqu'un chez qui tu vas acheter, c'est quelqu'un qui va te donner sa confiance. Mais en production, là, à Acéricole, tu es 20 jours de temps à produire. Fait que si tu rates 15 minutes, tu as raté un bon pourcentage. Fait que dimanche, à 2 h du matin, si ça brise, faut que le gars que tu appelles, il t'aide.
Puis ça, là, c'est très important. Si tu arrives chez ton fournisseur et que tu as une mauvaise relation, ou oui, tu négocies tes prix, mais tout le temps à côté, il ne cherchera pas à t'aider. Si à un moment donné, tu y en donnes puis il t'en redonne, c'est encore plus payant d'avoir de l'aide quand tu as besoin d'aide que toujours aller à la dernière scène pour avoir tes tubes les moins chers. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Prenez soin de vos fournisseurs. Maintenant, il nous reste un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y aurait des questions dans la salle. Je pense qu'il y a peut-être des micros. Puis vous direz à qui la question s'adresse peut-être. Puis parce qu'on a quand même un peu de temps pour quelques questions. Si vous avez besoin de plus d'informations. Ma question est plus pour Emmanuel. Lorsque tu parlais de trouver une institution financière flexible, j'ai cru comprendre que tu avais déjà une famille, un enfant. De quoi voulais-tu parler lorsque tu parlais de flexibilité? Je parlais surtout de mettre en place un financement pour le long terme, qui allait inclure nos projets à venir. On avait pris le temps, nous, de le mettre sur papier à court, moyen, long terme. Qu'est-ce qu'on voyait venir? On voulait quelqu'un qui allait être capable de nous accompagner là-dedans, pas juste de faire le prêt initial. Qu'il y aurait de la flexibilité si on a des imprévus qui arrivent, qu'on soit pas... que ce soit des possibilités de période d'intérêt seulement si ça va moins bien, qu'il y ait des prêts rotatifs, qu'il y en ait une marge de crédit suffisante selon les besoins qu'on estimait. Donc, je remercie beaucoup nos panélistes. En tout cas, on avait quand même, on va dire le mot, c'est pas un beau mot, une belle brochette finalement. Non, mais des gens qui sont dans des productions différentes, avec des modèles d'établissement qui ont été différents. Puis c'est sûr que je crois qu'ils nous ont démontré, dans le fond, qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à atteindre nos objectifs. Mais je crois que vous avez parlé beaucoup de passion. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental, de pouvoir être bien entouré. Ça prend aussi, il faut vraiment croire à nos projets, la persévérance, de la patience, je crois. En tout cas, je trouve que vous êtes vraiment des modèles inspirants. Puis j'espère que les gens de la salle, en tout cas, vous allez peut-être avoir des questions à leur poser plus individuellement, là, mais j'espère que vous avez apprécié, en tout cas, d'avoir des témoignages aussi positifs au niveau d'établissements en agriculture. Donc, je vous invite à les applaudir très chaleureusement.